Yo tout le monde, ici Juju tout seul, et à l'occasion de la sortie de Wonder Man, du coup ce mois de décembre, donc 13e série live action faisant partie du MCU sur Disney+, je me suis dit, et si je faisais pas un petit classement des meilleures séries du coup sur Disney+, de Marvel Studios. On va uniquement parler des séries live action, sinon j'ai pas fini sur parler des séries d'animation, donc on va uniquement faire un classement sur les séries live action, et parce que en vrai c'est une période qui est assez intéressante de l'univers Marvel, en vrai les séries télé de Marvel Studios, dans le sens où ça avait plutôt bien commencé avec de bonnes intentions, avec Loki, Wanda, Falcon, etc. Et puis il y a eu la période où Bob Chapek était devenu le président de Disney, et celui-ci avait plus privilégié la quantité dans la plateforme de streaming que la qualité des œuvres, ce qui a fait qu'il y avait des années où on se tapait genre 5 séries live action par an, et du coup tous les gestionnaires de Marvel comme Kevin Feige n'avaient plus la foi, ils n'avaient plus le courage de pouvoir suivre la production de autant de séries télé en une année d'un coup, en plus de suivre aussi la production des films Marvel. Donc, ce qui a fait que maintenant Marvel, après toutes ces œuvres assez moyennes faites à la va-vite, qu'ils ont pu sortir en simultané du coup durant plusieurs années, et bien là ils ont calmé leur rythme, ils ont calmé leur cadence, ce qui fait que maintenant on devrait avoir beaucoup moins de séries, peut-être 1 à 2 séries par an maintenant Marvel au fil d'une année, et que cette fois un rythme qui sera beaucoup plus télévisuel. Beaucoup de ces séries-là que Marvel a produisent pourraient presque être des films tellement les histoires sont courtes et closes. C'est que beaucoup des épisodes de ces séries sont genre des épisodes d'une demi-heure, et beaucoup de ces histoires durent à peu près 4h30, donc en vrai, il suffirait de peu pour que ces histoires fassent des films de 2h30 en fait. Donc ce qui fait que maintenant Marvel va maintenant produire des séries télé qui ont un véritable rythme télévisuel cette fois-ci. À commencer avec Daredevil Born Again, où maintenant toutes les séries que Marvel va essayer de concevoir seront construites de manière à avoir plusieurs saisons et à avoir un véritable rythme télévisuel, qui sera cette fois-ci concentré sur des personnages qui ne sont pas des personnages des films, parce que cela aussi participe à la confusion des gens qui regardent un film et en fait ils ont loupé une série qui fait qu'on peut pas comprendre le cheminement de tel personnage, ce qui fait qu'ils ont eu beaucoup de flops financiers, bien fait pour eux parce que ça se fait pas de faire une stratégie aussi pétée que ça. Et du coup maintenant on va suivre des personnages exclusifs à la télévision, qui n'auront pas de rôle trop important dans les films, qui vont cette fois vivre des événements télévisuels sous un rythme télévisuel fait pour la télévision, contrairement à ce que Marvel a voulu faire au début sur Disney+. Donc à partir de là, je vais un peu me faire souffrir en faisant ce classement, parce qu'il faut dire qu'il y a quand même beaucoup plus de mauvais, entre guillemets, que de bons dans ce classement. Donc c'est à partir de là qu'en numéro 12, et je pense que beaucoup de gens mettent cette série en dernière dans leur classement, eh bien j'ai mis She-Hulk, du coup, donc la série She-Hulk, Attorney at Law, et en vrai ça aurait pu être bien. Ça aurait pu être bien parce que je trouve qu'en termes d'ambiance, c'est fidèle à la She-Hulk des comics, et que je trouve que Tatiana Maslany, qui était formidable dans Orphan Black, fait un taf formidable. Je trouve qu'elle est très charismatique en She-Hulk, elle le joue très très bien. Elle a vraiment la niaque d'avocate et ce côté quatrième mur qui participe au personnage, et je trouve que l'essence du personnage est respectée. Malheureusement, même si le style est plus ou moins respecté, c'est-à-dire série judiciaire, on va participer à des procès reliés à l'univers Marvel et à divers super-héros, eh bien c'est écrit avec le cul, tout simplement. Donc c'est que les procès sont très mal écrits, en plus ce sont des gens qui n'ont jamais fait de série de procès, qui ne savent pas comment un procès fonctionne, qui ont écrit ces épisodes, ce qui a fait que tu as des épisodes de procès qui n'ont aucun sens, qui sont super parodiques et qui je trouve sont nuls à chier tout simplement. Après, dès le premier épisode, ça puait, parce que le premier épisode où t'as Hulk, du coup, qui forme She-Hulk, où t'as She-Hulk qui fait « Ouais, moi j'arrive à contrôler mes émotions parce que moi je suis une femme », et du coup, on comprend que c'est parce que, comme Hulk, c'est un homme, il a jamais eu de problème dans sa jeunesse, qui a fait que, lui, il a eu plus de mal à contrôler ses émotions que elle, alors que dès qu'elle devient She-Hulk, elle contrôle ses émotions, j'ai envie de dire, va te faire foutre. Surtout que dans le MCU, on a coupé toute la backstory de Hulk, qui est censé être un mec traumatisé par la mort de son père, qui a bâti une deuxième personnalité pour le consoler. Donc Hulk, normalement, c'est un personnage qui est très schizophrène, c'est pas un mec qui a vécu une enfance heureuse. Donc je trouve que là, ça participait trop au féminisme forcé, au mauvais wokisme. C'est du mauvais wokisme. C'est que ouais, moi je maîtrise vite mes pouvoirs, moi je suis plus fort que toi limite au combat à main nue, parce que moi je suis une femme, tout simplement. Et dès ce premier épisode-là, j'ai eu du mal, surtout que la réalisation est extrêmement bateau, la série est très laide, parce qu'il y a, comme c'est une série de Marvel, il n'y a aucun contraste dans la photographie, donc tout est lisse et moche, et en plus, comme on fait une série sur She-Hulk, She-Hulk, une fois qu'elle se transforme en She-Hulk, en termes d'effets spéciaux, c'est pas très beau, ce qui fait que visuellement, c'est une série qui est assez désagréable à regarder dans le design, tout simplement. Et puis il y avait plein d'épisodes assez inintéressants, il y avait plein de trucs, genre il y avait un truc avec Mister Immortel, il y avait un truc avec Wong et Madison, c'était l'enfer sur Terre ce truc-là. Bon, Wong, c'était marrant de le voir. Bon, l'Abomination, ils ont flingué l'Abomination, c'est que là ils en ont fait un mec comique, un mec en mode yoga qui est chill, etc. Et on a perdu toute l'horreur, toute la terreur qu'avait l'Abomination dans Incroyable Hulk, même si Tim Roth est marrant, avec son épisode avec plein de super vilains un peu nuls, ils ont gâché plein de vilains des comics, genre les démolisseurs, ils en ont fait un groupe de merde qui se fait baiser comme des merdes.
Titania, elle s'appelle Titania, la pyramide She-Hulk. Ils en ont fait une influenceuse nulle, qui a aucun charisme, qui est nulle en combat, qui se fait tout le temps défoncer. Ils ont même gâché elle alors qu'on s'en fout d'elle normalement. Et ils ont fait plein de conneries comme ça. Je me rappelle du costumier qui a fait le costume de Daredevil. Ils en ont fait Vecna dans les Indestructibles. Alors que Melvin dans Daredevil était un costumier bien plus cool dans Daredevil. Et du coup ils ont reporté l'épisode de Daredevil jusqu'à la fin de la saison, qui était le meilleur épisode de la série, parce que j'étais content de voir Daredevil avoir des acrobaties en mode comic book, avoir son costume jaune des comics, et je trouve que la relation entre She-Hulk et Daredevil était une relation assez fun. Et puis il y avait Frogman, et ça c'était marrant, mais il y a des séquences qui frôlent le blasphème, hein, je trouve, sur Daredevil quand même, genre la séquence où il marche pieds nus sur l'herbe là, faut arrêter quand même. Et c'est dommage parce que j'ai quand même bien aimé le final. Hein. Le final ça aurait dû être toute la série en fait. C'est-à-dire She-Hulk qui brise le 4e mur, qui rentre dans la plateforme Disney+, qui confronte l'IA de Kevin Feige, qui rentre dans les locaux de Marvel. On aurait dû assumer le côté 4e mur à fond en fait, on aurait dû faire ça pour toute la série, assumer qu'elle rentre dans les studios, qu'elle altère des arcs narratifs de personnages, on aurait dû faire ça durant toute la série quoi. Et puis j'ai eu plein de déceptions, genre même Scar, le fils de Hulk, on le voit 2 secondes et il pue la merde déjà, et même Hulk il pue la merde dans cette série, ils en ont fait n'importe quoi. Donc je trouve que c'est une série qui a flingué énormément de choses par rapport à Marvel, en plus d'être très laide et très mal écrite dans son féminisme forcé qui fait plus honte aux femmes qu'autre chose, hein, je dirais. Donc She-Hulk... ça fait chier quand même, ça fait chier, parce qu'il y avait des aspects qui m'intéressaient, même l'intelligentsia avec le mec Todd, ce connard, lui aussi, ça puait la merde, ce truc-là aussi. Donc bon, She-Hulk, on va pas en parler plus longtemps, suivant. Ça peut gueuler parce qu'il y en a qui l'ont quand même un peu apprécié, mais en 11e position, je mets la série Echo, parce que putain, Echo, quelle purge. Quelle purge. C'est que Echo, moi, en vrai, il y a des bons points dans Echo. C'est-à-dire, moi, j'aimais bien les intros des épisodes. Les intros des épisodes qui nous introduisaient une ancêtre de Echo à une période spécifique de l'histoire de l'Empire, de la nation Shokto. Je crois que c'est Shokto dans ce film-là, dans cette série-là. Mais en dehors de ça, en dehors de ces intros qui étaient plutôt cool, de Vincent D'Onofrio qui est toujours aussi excellent, Wilson Fisk, même si je trouve que l'écriture l'a un peu flingué dans cette série, voilà quoi, c'est que tu vois, en plus c'est avec cette série qu'ils ont vendu une série Marvel sombre, gore, avec de la violence et un ton sombre. Et au final, toute la violence est dans la bande-annonce. Tout le reste de la série n'est pas du tout violent. Donc ça se voit qu'ils ont fait ça en post-prod quasiment et qu'ils nous ont piégés en fait en tant que fans. Donc c'est un manque de respect. Je trouve que Alaqua Cox en Echo, je trouve qu'elle a pas vraiment de charisme, mais je trouve que c'est un personnage qui est très antipathique. C'est une criminelle à la base. On l'appelle la successeur du Caïd, on la voit un peu comme la fille du Caïd, c'est une meuf, elle tue des gens, elle tue des criminels, elle a commis des meurtres, etc. Et à la fin, on est censé te faire croire à une rédemption pour elle, genre est-ce qu'elle devient une héroïne et tout, avec l'héritage de sa mère. Et moi, désolé, mais j'arrive pas à m'attacher à son personnage parce que ce personnage est un criminel. Genre, je veux pas voir une criminelle devenir une héroïne du jour au lendemain sans payer pour ses crimes, genre. Donc, je trouve que le personnage est extrêmement têtu et casse-couille dans cette série, donc elle s'embrouille avec toute sa famille, donc elle est très compliquée à apprécier. Et en plus, à la fin, on lui donne des pouvoirs, et ça, j'ai détesté ça, c'est qu'on a cassé tout le délire terre à terre de la série avec les pouvoirs. En plus, les pouvoirs sont très moches, très kitsch, ça ressemble à rien, c'est super nul également. Et puis le Caïd, je l'avais dit dans ma review, mais le Caïd, je déteste le fait qu'on en a fait un mec con en fait. On a rendu le Caïd con. C'est que D'Onofrio est excellent, mais moi, ce que j'aimais bien dans Daredevil, c'est que dans Daredevil, il faisait croire à ses opposants qu'il comprenaient pas le chinois et le japonais pour que ses opposants le rabaissent. Mais en fait non, il comprenait ces langages-là et en fait il était plus intelligent qu'eux. Et dans Echo, ils auraient dû faire pareil en fait. Au lieu de nous faire une thématique en mode Echo, sa famille, c'est sa famille native, parce que eux comprennent son langage des signes, et le Caïd c'est un faux oncle, parce que lui il comprend pas le langage des signes. Alors, je trouve que ça rend le Caïd con, parce que le Caïd, en vrai, dans sa psyché, le Caïd, il aurait appris le langage des signes, il aurait fait croire à Echo qu'il ne comprend pas le langage des signes pour la piéger, pour qu'elle le sous-estime. Alors que non. Et je trouve qu'ils ont complètement gâché ce truc-là en rendant le Caïd con, en fait. Ça change pas que D'Onofrio joue bien le rôle et que ça le sauve un peu. Il y a quelques passages qui rendent hommage à Daredevil, qui sont plutôt intéressants et intrigants par rapport à lui. La famille de Echo est plutôt sympa, son oncle, son grand-père, je crois, la grand-mère, etc. Ils font le café, mais ils sont pas mémorables. Et puis je trouve surtout le rythme de la série est affreux. Genre ça se voit qu'ils ont coupé genre 2 épisodes et qu'ils ont coupé plein de trucs dans l'intrigue, parce que le montage, genre le premier épisode, c'est un cauchemar. Les 3/4 du premier épisode, c'est des flashbacks de la série Hawkeye. Ils ont mis dans un épisode de série entier, quoi. Du coup, j'ai trouvé ça nul à chier, genre. C'est éclaté au sol, c'est quoi cette merde? En plus, la série, bien sûr, est moche, parce que c'est Disney, c'est Marvel, donc il n'y a pas de contraste. Et en plus, les scènes d'action, à part une scène d'action en plan séquence, avec Daredevil en caméo,
Et putain, t'aurais pu faire des trucs cool avec Daredevil, t'as lui qui est aveugle et elle qui est sourde et muette. Vous auriez pu faire un épisode dédié à eux deux, et en fait non, on lui met juste un caméo qui ne sert à rien. Bon, ouais, le final était éclaté, il y a des séquences qui sont mous du genou, et le montage est nul à chier, le montage, c'est un bordel. S'il y avait pas le Kaïd, et s'il y avait pas, et encore il est pas dans tous les épisodes, et s'il y avait pas les petites séquences d'intro qui nous renseignent un peu sur la culture Choctaw, qui est plutôt intéressante, qui rend bien hommage à cette culture native américaine, ben c'est nul à chier. J'ai envie de dire, c'est... Alors, après ils ont fait un générique. Le générique est plutôt cool, on va dire ça. Dommage qu'ils aient pris le compositeur de musique de Breaking Bad aussi, hein. Mais il fait un bon taf, en vrai ça va, mais... Trahison, parce qu'on nous a vendu une série sombre et violente, et au final c'est pas du tout ce qu'on a, donc... fuck Echo, voilà. Ensuite, numéro 16, et je pense que là c'est un petit peu, on peut intervertir, parce que ça pourrait être la dernière série selon l'humeur de certains, Secret Invasion, parce que Secret Invasion, mais quel blasphème du comics, Secret Invasion. Genre, justement, on te dit, ouais, on va faire une série télé pour Secret Invasion. Donc en fait, on va faire une série télé d'invasion alien classique, en fait. Parce que ça va être une série en mode espionnage, avec des espions, des agences gouvernementales, de la politique, etc. Alors que ce qui rend Secret Invasion cool par rapport à des œuvres d'invasion classiques, bah c'est justement, on mêle les super-héros à une invasion alien, et c'est que du coup, il y a des aliens, des Skrulls, qui vont se faire passer pour des super-héros de Marvel, en fait. Ce qui fait il y a un jeu de paranoïa qui est super bien géré, qui est super bien construit dans le comics, bon, même encore plus dans le dessin animé qui était très cool, Avengers, le monde des super-héros, qui fait qu'il y a des héros, bah, tu te demandes qui est un Skrull et qui est réel, en fait. Et ça, c'est un jeu de paranoïa qui est super cool dans le comics, que du coup, on n'a pas dans la série, parce qu'ils ont eu cette idée de merde d'en faire une série télé, tout simplement. Alors que Secret Invasion, ça aurait clairement dû être un film Avengers. Ça aurait clairement dû être un peu comme Avengers 2, ça aurait dû être le film Avengers qui aurait soudé les liens entre les nouveaux héros qu'on a introduits dans les nouvelles phases avant le gros film Avengers Doomsday, tu vois. Comme Avengers Age of Ultron, qui était entre le premier Avengers et Infinity War. Et le problème, c'est que c'est pas ce qu'ils ont fait, ce qui veut dire que les personnages de Doomsday, comme ils se sont jamais rencontrés, tu t'en fous de les voir se rencontrer parce que ça fait 10 ans qu'ils sont là, mais on les a pas revus depuis. Donc ils ont gâché ce truc-là. Et Secret Invasion, il est pas dernier non plus parce que je trouve qu'il y a des bons points, notamment le fait que la série a beaucoup tourné dans des vrais locaux, en fait. C'est qu'ils ont vraiment tourné en Pologne, en Ukraine. Je crois qu'ils ont tourné en Ukraine avant la guerre, donc il me semble. Ils ont tourné en Pologne, ils ont tourné aux States, ils ont tourné dans des vraies villes, à Moscou, je crois, je suis plus sûr. Et on sent le côté authentique, ils ont vraiment voulu reproduire ce côté espionnage avec des vrais décors et une photo qui est meilleure pour le coup que les photos des autres séries que j'ai évoquées. Pour le coup, comme c'est un truc espionnage, la photo est un peu plus léchée, il y a un peu plus de gueule visuellement dans l'imagerie, et je trouve que l'acting est plutôt bon. Non, c'est aussi ça qui fait que la série n'est pas dernière. Je trouve que Samuel Jackson est très bon en Nick Fury comme d'habitude, Ben Mendelsohn aussi en Talos, et je trouve que le méchant, en plus ils ont Olivia Colman, la pauvre, qui est très bien dans son rôle, mais la pauvre de l'avoir dans cette série-là, et on a le méchant Kingsley Ben-Adir Gravik, pour le coup ils essaient d'en faire je trouve que l'acteur est à fond. Pour le coup, le méchant est mal écrit, mais il est à fond. Notamment parce qu'ils ont fait cette connerie d'en fait faire un parallèle entre le fait que Nick Fury soit noir et le fait que les Skrulls soient des étrangers mal vus sur Terre. Ce qui est faux parce que les gens ne savent pas que les Skrulls existent en fait. Genre, c'est ce que Durandal avait dit dans sa critique, c'est qu'en vrai ils auraient dû faire un parallèle entre les Skrulls et les transgenres en fait. Parce que les Skrulls ils peuvent changer de sexe, changer de genre, changer de tout en fait. Ils peuvent se transformer. Donc pourquoi faire un parallèle avec le racisme alors que les Skrulls ne sont pas du tout persécutés par les humains parce qu'ils se transforment en humains, ils se font passer pour des humains, donc les humains ne savent pas qu'ils existent. Donc ça n'a aucun putain de sens. Alors qu'avec la transidentité ça aurait peut-être été plus intéressant comme thématique, on va dire, par rapport aux Skrulls. Surtout que bon, ils ont aussi mis les moyens, c'est que t'as beaucoup de maquillage de Skrull bien sûr, mais je trouve que la série, en termes d'écriture, c'est de la merde en fait. Ça pue la merde. C'est surtout ça quoi, c'est que... En plus on va te tuer des personnages importants dans cette série qui étaient cool dans les films, et ceux qui ont vu que les films vont se dire « Ah bah tiens, ce personnage on l'a pas revu, tiens, elle est où ? Bah elle s'est fait buter dans cette série de merde que personne n'a vu. » Genre Maria Hill. Ça servait à quoi de la buter ? À rien. Même Gravik il meurt comme une merde aussi. Gravik il se transforme une fois en Skrull, et c'est la séquence où il se fait buter comme une merde. Et puis tu as des personnages qui sont assez osef, comme Emilia Clarke qui joue la fille de Gravik, du coup, qui est un personnage qui est très mal développé, on comprend pas son allégeance, elle est très mal foutue. Et pareil, le méchant, le scénario est extrêmement nul. Genre le fait que Nick Fury n'ait trouvé aucune planète pour héberger les Skrulls, et du coup les Skrulls sont encore sur Terre. Vous vous foutez de la gueule de qui ? Genre c'est l'univers Marvel, c'est sûr qu'il y a des planètes vides quelque part, genre ça n'a aucun putain de sens. Donc c'est nul à chier, genre. Le seul arc que j'ai vraiment bien aimé dans cette série, c'était l'arc
entre Nick Fury et sa femme. J'ai bien aimé cet arc-là de Nick Fury qui est amoureuse de sa femme, et on se demande s'il est amoureuse de la forme humaine de sa femme, ou vraiment de sa femme en tant que Skrull. Et du coup, j'aimais bien cette relation-là qui était plutôt cool et qui marchait bien. C'est le seul truc que j'ai bien aimé de la série. Puisque Gravik, ça aurait pu être un méchant intéressant, c'est un méchant qui devient une espèce de révolutionnaire, qui veut faire tomber l'Empire Skrull pour détruire la Terre. Et il avait beaucoup de scènes où il fait des grands monologues, où il fait vraiment le méchant très méchant. On essaie de le rendre complexe, mais il est faussement complexe. C'est que le personnage dans sa logique n'a tellement pas de sens qu'on peut pas le trouver crédible en fait. Et puis il y a plein de trucs qui sont gâchés, c'est que t'as Martin Freeman qui a un petit rôle de merde. Don Cheadle n'a jamais autant joué dans un truc du MCU, c'est que Don Cheadle il a toujours été très très peu exploité dans le MCU. Et là j'ai bien aimé le fait qu'on ait en face de lui un Skrull, comme ça on a un Don Cheadle qui est un peu plus méchant genre. Donc il a un rôle un peu plus espiègle, qui marche assez bien. Après le truc le plus en défaut de la série, c'est qu'elle ne joue pas du tout sur la paranoïa. Ça, pas du tout, c'est la base des Skrulls et ils le font pas du tout, genre. Zéro paranoïa. C'est qu'on devine quasiment tout le temps qui est un Skrull, et si on le devine pas, c'est le scénario qui va plus ou moins nous laisser faire comprendre que telle personne est un Skrull. Ce qui fait que la paranoïa est complètement flinguée, on n'a aucun sentiment de paranoïa. Il y a des épisodes où il se passe rien, il y a des épisodes où on ressent rien parce qu'il y a aucune émotion qui est bien développée, il y a rien qui est bien installé, le montage est assez pété aussi. Et puis la série en plus n'aura aucune répercussion sur les UMCU, c'est qu'on a un président qui ne sera pas le président dans les films. À la fin, on t'annonce sur un massacre des Skrulls qui ne sera jamais évoqué dans les films, parce que la série était tellement nulle qu'on veut pas l'évoquer dans les films. Et puis tu as ce combat final en mode Super Skrull. Et en plus, c'est Kevin Feige qui a demandé à voir ce truc-là. En vrai, ouais, Super Skrull, c'est cool à voir en live action, mais c'est pas fun des combats de Super Skrull si on affronte deux Super Skrull en fait. Parce qu'en gros, les deux Super Skrull peuvent avoir les mêmes pouvoirs en fait. Du coup c'est pas intéressant. Alors qu'avoir un Super Skrull contre un super-héros normal qui peut se faire piéger par le fait que le Super Skrull ait plein de pouvoirs différents, ça c'est fun et ça c'est intéressant en termes de combat. Alors que là, le combat là, c'est un gros combat en CGI moche et pas beau, qui est pas intéressant quoi. Donc Secret Invasion, quel gâchis, immense gâchis. Voilà, c'était nul. Et puis je suis déçu qu'on n'ait pas développé le passif de Nick Fury, j'aurais aimé en savoir plus sur Nick Fury. On l'a pas vraiment fait, donc niquez-vous. Ensuite, numéro 9, et on en a parlé en live tout récemment, c'est la série Ironheart, donc j'ai pas à y rester trop longtemps sur cette série, à part dire que... Pareil quoi, c'est pété, hein, c'est quoi, il y a des bons points quand même, je trouve que les acteurs sont plutôt bons, je trouve que Dominic Thorne joue bien son rôle, même si son rôle est très détestable, c'est ça le problème. C'est qu'on est sur un personnage génie qui veut modifier le monde, qui veut changer la facette du monde, alors que la meuf en fait elle fabrique juste une armure d'Iron Man, donc c'est du déjà vu meuf en fait. Donc je trouve que ça justifie encore plus le fait que le personnage ne devrait même pas exister tellement elle sert à rien, elle est pas intéressante de base en fait. Même dans les comics elle est pas très intéressante. Après ensuite on te révèle qu'il y a tout un passif par rapport à son père, à son oncle qui s'est fait tuer, etc. Mais on apprend ça sur le tard et on comprend qu'elle se refoule derrière ça, etc. Bref. Et puis puis le méchant, de Hood, disons. De Hood c'est un personnage super cool dans les comics. Badass, ce jeune anti-Peter Parker entre guillemets, qui va devenir un gangster, qui va faire tomber tous les mafieux de New York pour devenir le gros gangster. Et là, la mise en scène de ce pouvoir est très très nulle. Je trouve que l'acteur est pas du tout charismatique, il dégage rien, il a une tête trop gentillette. Son groupe stéréotypé à mort avec la meuf qui fait péter des trucs, la hackeuse, le hacker transgenre. L'équipe est super stéréotypée, c'est nul à chier, en plus ils ont pas de développement particulier. Et puis t'as cette thématique sur l'IA, avec le fait que t'as Ironheart qui va ressusciter sa meilleure amie en tant qu'IA. Et là t'as plein de thématiques qui sont pro-IA, et qui est super perturbant en fait, c'est que du coup, cette série te dit qu'en fait, tu as le droit de ressusciter une personne morte sous forme d'IA si tu veux, genre t'as le droit de voler sa propriété intellectuelle pour t'en emparer. Et je trouve que thématiquement la série est assez dangereuse dans cette thématique, c'est pour ça que j'arrivais pas du tout à m'identifier avec les personnages quoi. Il y avait Alden Ehrenreich qui jouait le fils d'Obadiah Stane, qui était sympa, qui était marrant, mais malheureusement c'est le seul homme blanc de la série. Et bien sûr c'est un méchant, et c'est un faible un peu con en plus, donc je trouve que pareil la série est extrêmement stéréotypée, extrêmement prévisible dans ce qu'elle fait. Après, le final sauve un peu la mise, c'est-à-dire Mephisto, Sacha Baron Cohen qui est cool, qui a une bonne prestance dans ce qu'on voit de lui à la fin. Et la fin où Ironheart devient plus ou moins une super vilaine, c'est qu'à la fin elle accepte de faire son deal contre Mephisto en ressuscitant son ami, et du coup on a une fin qui est plutôt pessimiste. Et ça c'est une idée qui est plutôt intéressante. Puis la série en termes de rythme se suit, ça se regarde. Les effets spéciaux sont plutôt qualitatifs, pour le coup j'ai pas de soucis d'effets spéciaux avec cette série-là, contrairement à beaucoup des séries Disney+, qu'on a évoquées et qu'on va évoquer. Donc pour le coup la forme... On va dire que la forme, l'interprétation globale, la qualité des armures, la qualité de la fin de la série fait que la série est moins médiocre que les autres, mais ça reste médiocre, hein. Faut pas se foutre de moi non plus, c'est médiocre et du coup ça reste quand même dans le bas du classement.
Ensuite, en 8ème position, c'est la série Hawkeye, et je sais que beaucoup de personnes ont quand même apprécié la série Hawkeye. Moi, j'avoue que j'ai été énormément déçu par la série Hawkeye. C'est-à-dire qu'ils adaptent le comics Hawkeye de Matt Fraction et de David Aja, je crois il s'appelle, et c'est un comics qui est iconique c'est The Comics pour Hawkeye, quoi. C'est un comics qui est super cool en mode road trip à New York avec Kate Bishop, Hawkeye qui le mentor, etc. Et donc ils affrontent des gangsters un peu cool, etc. Il y a un style un peu, je trouve un peu de Dude, un peu Edgar Rice qui est assez fun dans ce comics-là. Et j'aime bien, en vrai la série avait un bon postulat, c'est qu'enfin on va développer le personnage de Hawkeye, de Clint Barton, ça c'est plutôt cool. On a le personnage de Kate Bishop interprété par la magnifique Hailey Steinfeld, qui est super cool aussi, très cool personnage, très stylé, etc. Et je trouve qu'il y a plein de choses qu'ils ont mal fait, en fait. Le fait de contextualiser la série à Noël, je trouve que c'est cool, on visite un peu l'univers plus urbain de New York dans l'univers Marvel, on a une ambiance un peu plus chill, un peu plus feel good, un peu die-hardien, un peu dans ce délire-là, qui est plutôt intéressant. Je trouve que le casting fait le taf, en plus on a un beau casting, Jeremy Renner, du coup Hailey Steinfeld, Vera Farmiga qui est complètement gâchée. Hein. Je m'attendais à ce que Vera Farmiga, qui est comme une grande actrice, hein, Conjuring, etc., je m'attendais à ce qu'elle devienne Madame Masque, à ce qu'elle soit la grande méchante de la série. En fait, non. Elle joue juste la mère de Kate Bishop. Et à la fin, elle finit en tôle. Genre sous-exploitation à fond de Vera Farmiga. On a aussi l'excellent Tony Dalton de Better Call Saul qui joue le Swordsman Jack Duquesne. Et pareil, immense déception Swordsman, parce que quand ils ont annoncé Swordsman, je m'attendais à ce qu'ils nous fassent le fait... Parce qu'en fait, dans les comics, Swordsman, c'est le mentor de Hawkeye quand il était jeune. C'est lui qui lui a appris à manier l'arc et la flèche. C'est lui qui lui a appris à manier une épée. Et là, en fait, ils ont complètement enlevé cette origine-là, et ils en ont juste fait le beau-père de Kate Bishop. Un mec qui aime bien jouer avec des épées, et c'est tout. Genre, il est pas important en fait, c'est qu'on te fait croire qu'il est le méchant et en fait non, il n'est pas le méchant. Le personnage est fun, il y a un côté cool, il est gentleman, etc. Mais c'est un sous-développement de fou du personnage et un gâchis parce que je crois que ma plus grosse déception de la série, si tu m'annonces une série sur Hawkeye, j'aimerais bien connaître le passé de Hawkeye, quoi. C'est que Hawkeye, on a très peu d'informations sur lui, on sait pas d'où il vient. Et il faut savoir que sur Disney+, je crois aux États-Unis et sur YouTube, vous pouvez le trouver, il y a genre une section de 10 minutes, on voit l'enfance de Clint Barton, qu'ils ont coupé de la série, qui est pas dans la série, mais qui est disponible en scène coupée. Donc ils ont tenté de faire ça en plus. Mais ils l'ont coupé. Donc on voit une série, on suit Hawkeye, le mec c'est un Avenger, mais on s'intéresse pas à sa jeunesse, on sait pas pourquoi il est devenu une arme vivante en fait. Donc moi ça m'a énormément dérangé qu'on se soit focus à fond sur Kate Bishop et qu'on ait mis le passé de Clint Barton sur le côté. Ça m'a beaucoup emmerdé. Et puis il y a plein de trucs qui m'ont dérangé, genre le personnage de Clown, il y a le personnage de Echo qui n'a aucun charisme encore une fois. Il y a le personnage de Clown qui est dans les comics est une espèce de serial killer super froid, super méthodique, un peu flippant. Là, c'est juste un membre de la Tracksuit Mafia, donc les survettes. C'est un peu le frère de Echo, et à la fin, il se fait buter, et c'est tout. Genre gros gâchis de ce personnage-là également. Par contre, là, les survettes, ils sont marrants, ils sont rigolos, ils sont plutôt fidèles à leur tonalité dans le comics avec leurs survettes, ça marche bien. Et le Caïd, le twist du Caïd était cool, mais le traitement du Caïd qu'on a ramené après la série Daredevil, c'est l'enfer sur Terre. C'est qu'enfin, on a un Caïd qui se ressemble un peu plus au comics en termes de look, qui a une force surhumaine, ok, mais en termes d'écriture, c'est horrible. Alors le Caïd, l'homme le plus riche de New York, le mafieux ultime, le mec il est réfugié dans une vieille planque de merde avec des décos de Noël. Il a une chemise hawaïenne de merde qui vient des comics, mais quand même je trouve que ça n'a aucun sens de mettre ça dans la série. Et le mec, alors que c'est censé être le plus grand caïd du monde, genre, il va lui-même se débarrasser de la mère de Kate Bishop et affronter Kate Bishop, genre. Donc le mec, au lieu d'envoyer des hommes faire le sale boulot à sa place, c'est lui qui fait le sale boulot. Du coup, je trouve que ça démystifie à fond le caïd. Et en plus, le mec, il affronte Kate Bishop et il se fait avoir par Kate Bishop. Et en plus, après, il se fait tirer dessus par Echo. Le caïd, qui était un méchant absolument extraordinaire dans la série Daredevil, je trouve qu'ils ont tué tout son mythe. C'est dans la série Hawkeye. Il apparaît dans un épisode, et en un épisode, ils ont réussi à gâcher tous les fondements qui rendaient le personnage cool. Et ça, c'est impardonnable pour moi. En dehors de ça, je trouve que la série reste quand même agréable à regarder. T'as le petit chien qui est sympa. Je trouve que l'alchimie entre Clint Barton et Kate Bishop est très très cool, très bien développée, assez attachant. Kate Bishop est bien attachante. Je trouve qu'on développe très très bien, pour le coup, l'identité de Ronin de Clint Barton. Le fait qu'il soit une arme vivante, qu'il veuille oublier cette partie-là de sa vie, le fait qu'il ait tué des gens, et que ça va avoir des répercussions sur lui dans cette série. L'apparition de Yelena Belova est aussi cool, elle a une bonne alchimie avec Kate Bishop aussi. Donc il y a un côté urbain qui est sympathique et agréable. T'as toute une scène de course-poursuite en plan séquence qui est assez cool. J'aime bien le fait qu'on joue aussi sur les problèmes d'audition de Hawkeye. Donc la série reste sympathique à regarder, mais je trouve que par rapport à tous les personnages, à l'univers qu'ils ont adapté, ils ont gâché beaucoup d'éléments, et ça me dérange énormément, et ce qui fait que Hawkeye, je peux pas le mettre plus haut malheureusement pour moi. Ensuite numéro 7, et là aussi je pense que ça peut faire gueuler
gueuler également parce qu'il y en a qui ont beaucoup apprécié la série, mais moi non, giga déception aussi. C'est la série Moon Knight. La série Moon Knight qui n'est pas du tout ce que je voulais avoir pour une série Moon Knight en fait. C'est que pour moi une série en fait, je pense que Netflix aurait fait un meilleur travail pour une série Moon Knight. C'est que Moon Knight, à la base, Moon Knight, c'est une sorte de Daredevil, en fait. C'est un personnage qui opère à New York, qui tue des criminels, qui est très violent, et qui est en plus un peu schizophrène. Il a plusieurs personnalités. Alors que là, ils se sont dit, on va faire un gros mélange entre Fight Club, Indiana Jones, et à la fin, ça va finir en combat de kaiju. Et je trouve qu'ils se sont perdus de fou sur Moon Knight, en fait. C'est qu'ils ont, au lieu de faire une série urbaine sombre, psychologique sur un homme qui est fou, on sait pas si ce qu'il voit dans sa tête est réel ou pas, est-ce que Khonshu est un vrai dieu ou est-ce que c'est juste dans sa tête. Au lieu de jouer sur ça, ils ont joué sur ça quand même vite fait à un moment donné, ils ont choisi de faire une série blockbusteresque sur Moon Knight. Et pour moi, Moon Knight, c'est une série qui aurait mérité quelque chose de plus raffiné, de plus sobre, comme Daredevil de Netflix en fait. Et c'est ça que j'aime pas dans Moon Knight. En plus, ce que j'aime pas, c'est que Oscar Isaac, oui, est excellent dans le rôle. C'est qu'il arrive très bien à intervertir entre les deux personnalités, entre Mark et Steven. Mais je trouve qu'on a rendu ces personnalités extrêmement stéréotypées. C'est que Mark, c'est le cliché du mec, du mercenaire sombre, violent, pas content. Et Steven, c'est le mec avec un accent britannique qui a peur de tout, qui est un peu terrifié, qui fait des vannes. En fait ils ont marvelisé Moon Knight, ils en ont fait un personnage du MCU. Et ça me dérange énormément. Surtout qu'en plus, on voit quasiment pas Moon Knight. C'est aussi ça, c'est que c'est une série qui traite à fond de la personnalité des deux personnages, mais en dehors de ça, Moon Knight, on s'en fout en fait. C'est qu'on le voit très très peu en costume, alors qu'en plus, c'est le plus gros point fort de la série. C'est que le costume de Moon Knight est absolument sublime. J'adore ce costume, c'est l'un des top 5 meilleurs costumes du MCU. Le côté momifié du costume, incroyable. Super costume, et on le voit quasiment pas. Et en plus, ils ont fait de Mr. Knight, en fait, la version de Moon Knight de Steven. Alors que Et donc, ils en ont fait une espèce de Deadpool, en fait. Ils ont transformé Mr. Knight en Deadpool. Alors que Mr. Knight, à la base, c'est une espèce de personnalité un peu thérapeutique de Moon Knight. Du coup, je trouve qu'ils ont complètement foiré. Ils ont réinventé toutes les personnalités de Moon Knight d'une manière qui ne me plaît pas du tout. Bon, à la fin, il y a Jake Lockley qui est teasé, mais il est juste teasé. Et en plus, je trouve qu'on gâche les acteurs, c'est que Ethan Hawke, il joue le méchant, c'est super cool de voir Ethan Hawke dans le MCU. Au début, c'est un personnage qui est assez fascinant parce que il commande une sorte de secte, il est l'avatar d'un dieu, ça a été un ancien Moon Knight, il semble avoir une relation de respect avec Steven. Et en fait, je trouve qu'on fait rien avec, en fait. C'est que ça aurait pu être un putain de méchant, Ethan Hawke en Arthur Harrow, du coup, qui est un méchant qui est mélangé de plein de méchants des comics de Moon Knight. Et en fait, c'est un méchant qui est méchant de façon unilatérale, de A à Z, en fait. C'est pendant 6 épisodes, Ethan Hawke joue la même chose. Heureusement qu'il y a sa personne qui joue aussi le docteur dans la tête de Mark, dans toute la partie psychiatre, qui le fait diversifier un peu son jeu, parce que je trouve que Ethan Hawke, on n'en fait rien malheureusement. Son nom, le personnage de Scarlet Scarab, la meuf de Moon Knight, qui est plutôt cool. J'ai bien aimé le fait qu'ils aient créé une héroïne égyptienne, même si j'ai trouvé ça forcé de fou en termes de montage et de mise en scène. Et pour un Égyptien qui dit qu'il va redorer le blason de la culture égyptienne, je trouve que la série pue le studio. Il y a plein de fonds verts dégueulasses, il y a plein de séquences qui sont très laides visuellement, des effets spéciaux de camions, de machins, de trucs très moches. Et il y a des épisodes qui sont plutôt cool. L'épisode sur l'origine story de Moon Knight, on voit qu'il était juif, mais alors, truc important dans les comics, on n'en fait rien dans la série. Je trouve l'épisode plutôt cool. On voit qu'il avait un frère, qu'il se sent coupable de la mort de son frère, que sa mère le battait. Je trouve que ça, c'était un épisode qui était plutôt cool et qui montrait que en fait, Steven, c'était un peu comme un frère pour lui, et que les deux ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Ça, c'était intéressant. Mais je trouve qu'il y a des choses qui m'ont pas du tout plu. C'est que Khonshu est cool, même si j'ai du mal avec le fait qu'on lui donne un rôle un peu comique, c'est que c'est un vieux con, Khonshu. Alors que pour moi, Khonshu, il devrait être quand même un peu plus sombre, un peu plus badass. Là, il est un peu trop vieux con, je sais pas, j'ai un peu eu du mal. Il y a aussi cette séquence super kitsch où t'as une réunion avec tous les dieux d'Égypte. Et en fait, comme ils ont pas le budget de montrer des vrais dieux en effets spéciaux, t'as juste des mecs normaux en fait. T'as juste des avatars. Du coup, visuellement, c'est assez moche. Et puis, le combat final de la série, je trouve que c'est mal mis en scène, ça va trop loin dans tous les trucs. Les kaiju entre la crocodile et Khonshu, Moon Knight qui affronte Arthur Harrow qui d'un coup sait se battre avec la Wonder Woman égyptienne. Ah ouais, et mes hommages à Gaspard Ulliel, dont l'un des derniers rôles est dans cette série d'ailleurs, dans un épisode plutôt anecdotique malheureusement. Mais en termes de scène d'action, la série est très décente, c'est nous on voyait tous quelque chose de sombre et de violent avec Moon Knight, un truc très Daredevilesque, très crade, et on te fait un truc assez basique, oubliable, où il affronte des méchants loups-garous en CGI pas beau. Et bon, la musique est cool, les acteurs sont bons, mais c'est pas du tout ce que je voulais pour Moon Knight, quoi. C'est que bon, l'épisode psychiatrique est plutôt intéressant, qu'ils ont dans le psychiatre,
qui se déroule dans l'asile. Ça, c'est basé des comics récents, mais je trouve qu'on va pas assez loin dans le délire. Je trouve que... Puis l'hippopotame qui fait des blagues, je veux pas voir ça Ok, explorer la mythologie égyptienne dans Moon Knight, pourquoi pas. Mais en faire des gens avec des gros accents britanniques et faire des blagues et mettre des hippopotames Marvel qui font des blagues rigolotes, c'est pas ce que je vois avec Moon Knight. Ce qui fait que Moon Knight, pour moi, c'est extrêmement moyen, assez décevant, et c'est pas du tout ce que je vois avec Moon Knight. Et la preuve est que, on a toujours pas revu Moon Knight depuis tout ce temps, quoi. Donc quel gâchis de la part de Marvel, et ça me fait chier. Pour le coup, c'est une série qui aurait mérité plusieurs saisons, et ils ont gâché ce truc-là. Numéro 6, et là on va partir sur les séries que je trouve correctes, on va dire, avec Miss Marvel, du coup, avec la nouvelle actrice Iman Vellani qui donc joue Kamala Khan, et Iman Vellani, je trouve que c'est, comme j'ai déjà dit sur la critique des Marvel Zombies, je sais pas si elle sera sortie avant ou après cette vidéo, je trouve que c'est l'un des meilleurs castings des personnages actuels du MCU. Je trouve que l'actrice, vraiment, elle est extrêmement vive en fait, elle est très vive, elle est très vivante, elle est très humaine, elle est très charismatique dans sa performance, et je trouve qu'elle fait une très bonne Miss Marvel, et donc je trouve que la série est très... En fait je trouve que le premier épisode est super cool. Ce sont les réalisateurs, je n'ai plus leur nom malheureusement, mais ceux qui ont réalisé les derniers films Bad Boys et qui devaient réaliser le film Bad Girl qui a été cancel. Je trouve qu'ils ont été super inspirés sur le premier épisode, parce que là ils avaient fait une mise en scène super cool. En fait, il y avait des séquences où t'avais des dessins en motion design qui se déplaçaient, t'avais des éléments en animation qui étaient placés dans des séquences sur le New Jersey, sur la représentation des pouvoirs de Miss Marvel, etc. Le premier épisode était super cool, et ensuite la série se casse la gueule parce qu'ils ont fait que le premier et le dernier épisode, mais ils n'étaient pas inspirés pour le dernier épisode. Après, ça se casse pas trop la gueule parce que je trouve que la série a de bonnes idées. Je trouve que la série, par exemple, et c'est aussi ça qui rend la série intéressante, c'est que c'est l'une des rares séries qui traite la religion musulmane de façon positive aux États-Unis. C'est quelque chose qui est très important aux États-Unis parce que les États-Unis sont extrêmement traumatisés par les attentats terroristes et par le 11 septembre. Ce qui fait que Miss Marvel, ça restait une œuvre, comme le comics à l'époque d'ailleurs, qui traite de façon respectueuse la religion musulmane et qui traite les personnages de façon humaine, quoi. Donc je trouve que c'est un truc qui est très bien traité dans la série, c'est que pour le coup la religion musulmane est très bien respectée, très fidèle, avec des personnages très très touchants que sont les parents de Miss Marvel, que ce soit son frère, sa mère, son père, donc avec sa famille qui est plutôt attachante, sa belle-sœur, son frère, etc. Je trouve que tout ça est très bien traité, la dimension familiale pour le coup est très intéressante. Et il y a des aspects qui sont plutôt cool. Il y avait tout l'épisode où elle va au Pakistan pour aller récupérer pour découvrir un peu d'où vient son passé, sa grand-mère, etc. Et écoute, il y a un épisode historique qui est plutôt intéressant, plutôt bienvenu sur la partition de l'Inde, qui a fait que le Pakistan s'est formé par rapport aux Britanniques qui ont voulu envahir une partie de l'Inde. Et donc voir cet épisode de façon voyage dans le temps et façon historique était quelque chose d'assez intéressant, d'assez cool. Pour le coup, je trouve que c'était une dimension assez neuve dans l'univers Marvel, ce type d'épisode un peu historique. Surtout que moi je ne connaissais pas du tout l'histoire, donc j'avais trouvé ça plutôt intéressant à découvrir. Il y avait des super-héros pakistanais, t'avais un mec qui s'appelait Red Dagger, je crois, qui était sympathique, donc il y avait des aspects intéressants. Malheureusement, il y a le reste, du coup. C'est que la série est très agréable, la musique est cool, l'actrice est cool, et le casting est plutôt agréable, et il y a une dimension assez... J'ai pas les trucs pour ados d'habitude, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très vif et de très vivant et de très agréable dans la série. Mais en même temps, les méchants puent la merde. C'était quoi ? Les méchants, c'était des espèces d'aliens d'une dimension bizarre, des djinns. C'était des espèces de djinns qui voulaient rentrer chez eux et qui devaient tuer Miss Marvel pour rentrer chez eux. Ça n'avait aucun sens. Et du coup, les méchants puaient la merde. Les méchants puaient la merde. Il y avait ça qui était nul. Il y avait le Damage Control qui était nul à chier aussi. Le Damage Control qui est juste un shield 2.0 qui pendant toute la série va essayer de pourchasser Miss Marvel, et ça aussi c'était éclaté au sol. Et puis t'avais le méchant final qui était le petit ami de Miss Marvel qui a les mêmes pouvoirs qu'elle. Et c'était mal foutu. Et puis bon, je trouve qu'ils ont quand même plutôt bien développé le côté puberté du personnage qui grandit avec ses pouvoirs. Après oui, il y a tout le délire de ces pouvoirs qui n'est pas un pouvoir d'élasticité, mais un pouvoir un peu en mode cristal. J'avoue que ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que ouais, c'est un gros changement par rapport aux comics, et bon, bref, ça me dérange pas plus que ça. Il y a aussi son meilleur pote qui est plutôt cool, t'as la séquence où on découvre que c'est une mutante qui est sympa aussi. Si la structure, comme toutes les séries Disney+, était pas aussi bizarre, et si les méchants étaient pas aussi nuls à chier que ça, la série serait plutôt bien. Mais là, pour moi, la série est ok. La série est ok parce que je trouve que le reste est plutôt bien maîtrisé, et c'est l'une des rares séries qui s'en sort plutôt bien dans le lot de Marvel, et donc elle est en 6ème position. Ensuite, en numéro 5, et là ça va diviser, mais j'ai mis WandaVision, qui pour beaucoup est probablement le numéro 1 ou le numéro 2 de ce top. Eh bien pas pour moi, parce que je trouve que la série est extrêmement surcotée et m'avait pas mal déçu quand elle est sortie. C'est que oui, c'est la première série du MCU qui est vraiment structurée comme une série, et l'une des seules, depuis d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment pensé comme une série, c'est qu'on va traiter époque typée sitcom, d'époque typée sitcom, de épisode par épisode d'années 50, années 60, années 70, avec des superbes reconstitutions effectuées par Matt Shakman à la réalisation, qui fera les 4 Fantastiques plus tard.
extrêmement bien fait, super bien fait avec la durée des épisodes, ce qui va évoluer au fil des formats de sitcom qu'on adapte au fil du temps. Et ça c'est super cool avec une formidable performance du coup de Elizabeth Olsen en Wanda et de Paul Bettany en Vision, surtout de Wanda bien sûr, parce qu'il y a tout un épisode aussi, l'avant-dernier épisode qui était très cool également, où on découvre comment elle est devenue ce qu'elle est devenue et comment elle a créé cet hexagone. Et donc on est sur une véritable série de mystères qui me dévoile de plus en plus d'informations au fil des épisodes avec des twists super cool, notamment le retour de Evan Peters en Quicksilver. Mais une fois que tu sors de l'hexagone, ça devient du Marvel basique, moche, mal écrit, pas intéressant, pas très bien mis en scène, et mou du genou. C'est que toute la partie avec Jimmy Woo, avec Darcy, avec Monica Rambeau, j'ai détesté Monica Rambeau dans cette série. Genre toute la série, elle est en mode « Ouais, Wanda, c'est pas ta faute, ils veulent te faire du mal, mais c'est pas ta faute. » Frère, c'est elle qui a créé l'hexagone, c'est elle qui a enfermé des gens depuis un mois, genre. Donc, arrête d'être dans son camp, genre. Je trouve le personnage est super détestable. Je trouve la manière dont elle a des pouvoirs, je trouve ça un peu cheap. Et le fait que ce soit la série qui nous introduise le Sword, et c'est même pas le vrai Sword des comics, allez vous faire mettre. Et ce qui me dérange avec la série aussi, c'est le fait de mettre une méchante. Catherine Hahn joue très bien Agatha Harkness, une méchante assez mémorable, avec une chanson très mémorable, bien sûr. Mais la série, pour moi, la série aurait dû être une vraie étude de personnages sur Wanda et Vision, où Wanda est la seule fautive de ce qu'elle a fait, en fait. Et je trouve ça super forcé, super marvelien de leur part, et trop stéréotypé de leur part, de nous rajouter une super vilaine dans le lot avec Agatha, la sorcière qui a vu au loin que Wanda avait créé un hexagone, et donc elle s'est dit « Et si j'allais voler les pouvoirs de Wanda, tiens ?» Donc comme ça, à la fin, j'ai une super vilaine à affronter, j'ai pas du tout aimé ce délire-là, surtout que j'ai détesté le dernier épisode de la série, parce que le dernier épisode, c'est un épisode Marvel super moche, aucun contraste visuel, des effets spéciaux dégueulasses, une fin, je trouve assez rushée au possible. Et non, je suis pas fan du tout. Je suis content qu'on ait le droit à une adaptation du Vision blanc. J'aime bien la confrontation des deux visions avec le bateau de Thésée, en hommage aux tenues des comics avec l'épisode sur Halloween. Et je trouve qu'il y a plein de déceptions, le fait qu'on finisse sur un combat final en mode action cliché de merde. Le traitement de Evan Peters en Quicksilver au final qui devient un pétard mouillé un peu nul. Les 5 premiers épisodes étaient super cool. Puis je trouve qu'ensuite ça baisse en qualité. L'épisode sur comment elle est devenue ce qu'elle est devenue est plutôt intéressant, sur le corps démembré de Vision, sur elle qui pète un plomb, et le fait que tout ce bordel résulte en fait de l'amour, c'est intéressant. Mais dans le final, on retombe dans les travers clichés du MCU, ça m'a beaucoup fait chier, ça m'a beaucoup emmerdé, ce qui fait que WandaVision, c'est une bonne série, mais je trouve que il y a trop de choses qui me déçoivent. Bon, j'ai jamais compris comment les gens ont fait pour autant aimer cette série, parce que je trouve qu'il y a trop de problèmes par rapport à Marvel. Donc voilà. Et même hors Marvel, hein, je trouve que voilà. Donc voilà, ensuite nous sommes sur le numéro 4, me semble-t-il. Et le numéro 4, c'est Agatha All Along, et là je risque de diviser parce que Agatha All Along, du coup, écrit par la même showrunneuse que la scénariste de WandaVision, du coup, et je trouve que c'était mieux écrit que WandaVision, on va dire. Pareil, ce n'est pas parfait. Et en plus, c'est une série, moi cette série, j'en avais rien à faire à la base, moi je l'ai maté c'est la seule série Marvel que je n'ai pas maté durant la sortie. Je l'ai maté sur le tard parce que j'en avais rien à foutre de cette série. Et donc j'ai choisi de regarder cette série comme une série normale, pas comme une série Marvel, où souvent avec les séries Marvel, je me dis ça va être nul, mais c'est mon boulot, faut que je regarde. Honnêtement, moi, je suis pas du tout le public pour ce type de série, dans le sens où Agatha, c'est moins une série pour les darons. C'est que tu as des actrices de toutes les générations, des générations de votre mère, de votre grand-mère, de votre génération peut-être, des générations de votre fille. Et le seul personnage masculin quasiment de la série, c'est un personnage homosexuel. Donc cette série n'est pas du tout ma cible, je suis pas du tout la cible de cette série à la base, mais je la trouve compétente de savoir-faire, on va dire. C'est que le premier épisode en mode parodie de Mare of Easttown, donc la série de HBO avec la meuf de Titanic, j'oublie tout le temps son nom, hein. Vous savez qui c'est, j'ai trouvé ça super cool en termes de mise en scène, en mode série policière, en mode sérieux, etc. J'ai trouvé cet épisode super cool. Puis j'ai quand même trouvé la mise en place assez longue de Agatha qui doit recruter toutes ses sorcières pour aller dans le je sais plus où, dans le road de Witch's Road. Et là je trouvais que ça faisait un peu trop émission télé, dans le sens où à chaque fois ils vont dans le chemin des sorcières, et à chaque fois ils effectuent une épreuve. Et j'avoue que ça c'est un peu le défaut de la série, c'est ce rythme-là qui part un peu en cacahuète avec le fait qu'il fasse une épreuve par épisode, et c'est un peu redondant et c'est pas très intéressant, et ça fait pas trop avancer le scénario. En plus tu as des méchants qui sont assez décevants, c'est que tu as cette espèce de secte qui sont les successeurs des sorcières que Agatha avait tuées, qui veulent se venger, qui sont pas du tout exploités, alors que ça aurait pu être cool à exploiter, et qui se font buter comme des merdes. Les épisodes 2, 3, 4, 5 sont ok tiers, on va dire. Dès l'épisode 4, 5, je crois, on a déjà le twist sur le fait que Tommy, du coup, c'est le fils de Wanda. Et ça, du coup, le twist arrive relativement tôt de la série, quand même, ce qui fait qu'ensuite, on a plein d'épisodes super cool.
L'épisode sur Tommy, où tu as l'âme de Tommy qui va rentrer dans le corps d'un adolescent décédé dans un accident de voiture, je trouvais que c'est un épisode super intéressant sur le fait où on développe beaucoup la culture juive du personnage, on développe beaucoup sa schizophrénie sur le fait qu'il a la mémoire de plusieurs personnages, sur sa condition identitaire, sur la relation qu'il essaye d'avoir, le retour de Ralph Bonner en mode paranoïaque. Je trouve que ça crée un épisode qui était psychologiquement assez intéressant, qui était très bien fait. Puis ensuite on avait d'autres épisodes très intéressants, je me souviens l'épisode intemporel sur Lilia Cardellunu, je crois le personnage s'appelle, un truc comme ça. Ce personnage là qui durant toute la série, on voit des séquences qui sont dispatchées dans le temps, et ces séquences vont avoir leur payoff dans cet épisode-là, où en fait elle vit plusieurs moments de la série de façon linéaire dans des temporalités différentes. Du coup il y a un côté très Dr Manhattan dans Watchmen, mais du coup le montage de cet épisode-là qui termine jusqu'à sa mort, je trouvais l'épisode super cool. En plus je trouve que le rythme, l'idée de structure était super intéressant et très très bien réussi. Puis ensuite, tu avais tout l'épisode où du coup tu découvres que la méchante de la série c'est la mort, et du coup c'est très cool d'avoir la mort dans le MCU en plus, qui était aussi très intéressant, où pareil on a plein de décors différents, de parodies, d'œuvres de sorcières, de trucs comme ça, qui sont assez bien trouvés, jusqu'à un final très surprenant, c'est que tu as cet épisode 8 qui part en scène d'action entre Agatha et la mort, et du coup tu as Wiccan avec son costume qui est plutôt cool, qui débarque. Et à la fin, les héros pèrent en fait. Les héros pèrent, et en épisode 9, en fait, tu as les origines de Agatha, le fait qu'elle ait perdu son enfant, le fait qu'elle ait tué plein de sorcières durant toute sa vie, mais que ça change pas le fait que son enfant va mourir, et donc ça crée cette relation lesbienne, mais à la fois un peu touchante et de amour-haine avec la mort qui est plutôt intéressante. Et ce qui nous offre un final plutôt surprenant, plus contemplatif, sur les origines de la chanson qui était très cool, like The Witch's Road, je crois, un truc comme ça, qui était plutôt cool, et qui du coup a un symbole qui est beaucoup plus dramatique dans le développement de cet épisode-là, qui fait qu'on ait un final qui est plutôt intéressant, surtout que Agatha, au final, reste une méchante. C'est que durant toute la série, elle est à deux doigts de trahir toutes ses alliées sorcières, déjà, et elle tue des gens, elle bute des gens dans cette série. Donc... durant toute la série, Agatha, c'est un peu une Loki bis. C'est Loki au féminin, c'est un personnage qui est très charismatique, très haut en couleur, mais qui garde son identité d'antagoniste quand même, et du coup on sait jamais qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Ce qui fait que la série est plutôt compétente et plutôt réussie honnêtement, quoi. C'est que je trouve qu'il y a un ventre mou avec le côté épreuve 1, épreuve 2, épreuve 3, mais une fois qu'on sort de ce carcan-là, je trouve qu'on a des concepts d'épisodes assez cool, télévisuellement intéressants, et qui sont plutôt bienvenus. C'est que c'est pas du tout mon style de série, c'est pas ma série préférée, c'est pas du tout je ne suis pas le public cible, donc ce n'est pas dans le top 3, mais c'était compétent, et le fait que ce soit compétent fait que ça me suffit pour qu'il soit assez bien placé dans le classement. Donc Agatha All pour moi c'est meilleur, en tout cas j'ai moins de défauts à relever que dans WandaVision, même s'il y a un peu de similarité dans le scénario, comme du coup le fait que Wiccan ait créé lui-même un monde parallèle à lui tout seul. Donc voilà. Ensuite, en numéro 3, je mets The Falcon and the Winter Soldier, du coup, qui est une série que je trouve sous-cotée, alors que la série est super cool. Pour moi, c'est le vrai Captain America 3. C'est pas Civil War, parce que Civil War, pour moi, c'est un film Avengers. On voit trop peu Captain America. Iron Man a plus de développement que Captain America dans cette série. Là où cette série, je la trouve super cool. Bon, malheureusement, visuellement, c'est une série du MCU, donc quand il fait jour, c'est très moche, c'est très lisse, c'est très pâle, c'est pas beau du tout. Je trouve que la mise en scène pue la merde. La mise en scène des scènes d'action en mode shaky cam, je trouve ça ignoble, horrible, on comprend rien, c'est mal foutu, c'est les frères Rousseau x10 mais en mal fait, les scènes d'action c'est horrible, ça j'ai détesté, mais en dehors de ça, thématiquement parlant, c'était cool, la série était... C'est à ça que je pense quand on me dit de faire une série sur des personnages sous-exploités dans les films. C'est-à-dire nous développer leur vie de famille, leur vie financière, leur boulot en dehors d'être un super-héros, leur vie psychologique, et c'est ce qu'on a avec le Faucon et avec Bucky du coup. Avec Sam Wilson qui a des problèmes financiers avec sa famille, qui a sa sœur qu'il aime, qui essaye de bosser comme il le peut, qui a des doutes par rapport au fait de prendre l'identité de Captain America ou pas, Bucky qui sort d'un siècle presque de lui qui était un assassin, qui essaie de se racheter par rapport au crime qu'il a commis, qui écrit une liste, qui essaie de cocher des cases pour se sentir mieux. Donc je trouve que c'est une série qui fait le taf en tant que série qui va plus développer des personnages sous-exploités des films, où on traite vraiment de problèmes psychologiques, de problèmes thématiques qui sont intéressants. Surtout que ces problèmes-là vont relever des thématiques pour moi qui sont très reliées à l'univers de Captain America, c'est-à-dire notamment avec le personnage du fils de Kurt Russell, White Russell, US Agent, que j'ai beaucoup aimé, qui était mon personnage préféré de la série. On aurait pu penser à un personnage à la Homelander, un Captain America connard, mais en fait non. C'est un personnage qui est assez attachant parce que c'est un personnage qui devient le nouveau Captain America, mais c'est un rôle qui est beaucoup trop grand pour lui. Lui, c'est un personnage qui reste quand même assez perturbé psychologiquement,
qui a tué des gens en tant que militaire, qui est vu comme un héros, mais en vérité c'est un soldat, c'est une arme. Et du coup c'est un personnage qui va vivre des choses, qui va perdre son partenaire du coup, Battlestar, et qui va péter des plombs, péter des crises, tuer des gens en service qui n'étaient pas armés, qui va se faire renvoyer, rejeter par son gouvernement. Donc c'est une série qui traite aussi de l'armée américaine de façon négative, ce qui est assez fascinant pour le coup. Et en plus de ça on traite bien sûr du racisme de façon assez habile, c'est que Falcon, oui Steve lui a donné le bouclier, mais il est noir. Et le fait qu'il soit noir, ça le remet en question, c'est qu'il pense qu'il ne mérite pas d'être Captain America en fait. Et ensuite il y a toute cette exploration super intéressante sur Isaiah Bradley, ce Captain America noir qui a été effacé des livres d'histoire, qui s'est fait torturer, basé sur des vraies tortures qu'ont subies des soldats afro-américains durant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, qui a été super bien développé, et qui va obliger, thématiquement, moralement parlant, Sam à devenir le nouveau Captain America de façon cohérente, et je trouve que c'était très bien développé. Mon défaut, c'est les méchants qui puent la merde. Les Flag Smashers, je sais que c'était parce que la série avait été tournée durant le Covid, et du coup il y avait toute une intrigue reliée à un virus qui était centré sur les Flag Smashers, et ils ont tout gâché. C'est que les Flag Smashers, on aurait pu faire un truc intéressant, parce que c'est des personnages qui sont, en fait, ces personnages-là sont les conséquences du snap et du blip de Thanos dans les films Avengers. Et du coup, il y a tout un côté migratoire qui est intéressant à développer. On traite de l'immigration, de personnages qui ont été rejetés par le monde, on va quand même des attentats terroristes pour montrer qu'il y a des gens qui ont été oubliés, qui sont mal élevés, qui ont été maltraités. Et thématiquement parlant, c'est super intéressant, mais comme ils ont tout redécoupé à cause d'une intrigue qu'ils ont coupé du montage, ils ont coupé toutes les séquences qui auraient rendu ces personnages attachants, et du coup ces personnages ont juste l'air cons et détestables. Du coup. Ce qui fait que ces personnages-là, on n'arrive pas du tout à s'identifier à eux, et au final, on veut juste les voir crever, quoi. Heureusement qu'entre-temps, il y a le Baron Zemo qui pop. Bon, je les emmerde parce qu'il porte son masque qu'une seule fois, je vous emmerde. Mais Daniel Brühl, c'est un acteur que j'aime beaucoup, et puis le Baron Zemo est l'un des personnages préférés, je trouve qu'il l'a rendu très très cool dans cette série, dans les quelques épisodes où il était, avec sa danse, avec Madripoor aussi, grand lieu culte des comics qu'on a très bien introduit aussi, donc avec des criminels de partout. Bon, il y a aussi Sharon qui peut la merde aussi. Sharon, Power Broker, Sharon qui est une méchante. Allez vous faire foutre, ça n'a aucun sens, c'est nul à chier, ça sort de nulle part. Ça aussi, mais je trouve que la série est plutôt cool. La mise en scène, les thématiques, le traitement des personnages principaux, et même si malheureusement les méchants, Sharon, les Flag Smashers sont nuls à chier, heureusement qu'on a des personnages fascinants comme USA Jones, comme le Baron Zemo, et tout un univers intéressant sur l'Amérique d'aujourd'hui, sur Madripoor, sur les États-Unis, et sur le patriotisme et sur le fait d'être Captain America, qui rend la série cool malgré le fait que les scènes d'action soient moches. Mais il y a quelques beaux plans, visuellement. Quand il fait nuit, quand il y a des entrepôts, des machins, c'est pas trop moche. Mais j'ai trouvé la série plutôt cool quand même. C'est un meilleur film Captain America que le film Captain America qu'on s'est tapé il y a pas longtemps. Voilà. Ensuite, en numéro 2, c'est Daredevil Born Again, qui est largement en dessous de la série Daredevil. Et donc j'en ai déjà parlé en critique, bien sûr, donc je vais faire vite comme pour les autres séries. Mais Daredevil Born Again, ça reste comme une déception, faut le dire. Mais au vu de la qualité qu'on s'est tapé en termes de série Marvel, ça reste quand même haut dans le classement, quoi. C'est que je trouve que Charlie Cox et Vincent D'Onofrio sont toujours aussi excellents en termes d'interprétation. Le fait d'avoir Daredevil qui a arrêté d'être Daredevil, qui est traumatisé, qui essaye de sauver les meubles en tant qu'avocat, qui va redevenir Daredevil et qui a une rage en lui qu'il essaye de contenir, c'est super intéressant. Le Caïd, qui lui essaye de contenir sa rage en devenant le maire de New York, et qui du coup va essayer de faire des choses qui sont alambiquées de ce que le Caïd faisait avant, du coup des choses politiquement qui l'emmerdent, et ensuite on découvre qu'en fait il cache sa rage dans les sous-sols, et qu'en fait il torture un mec, et en fait et sa relation avec Vanessa est assez intéressante sur leur psychologie, sur le fait que les deux sont faits l'un pour l'autre, même si les deux vivent une relation toxique. Donc ça aussi c'est intéressant, et il y a plein d'arcs qui étaient assez cool dans la série, donc bon, je trouve qu'il y a des problèmes, notamment le fait que ça se voit que la série a été retournée entre temps et qu'ils ont gardé des éléments des deux tournages. Ce qui fait qu'il y a un côté très Frankenstein, c'est que de temps en temps t'as des scènes d'action qui sont super cool. Les scènes d'action des derniers épisodes, la première scène d'action contre Muse, qui est super bien cool. Et t'as des scènes d'action qui sont découpées avec le cul, comme celle de l'épisode 2. La dernière scène d'action avec Muse qui est super mal découpée aussi. Donc on sent qu'il y a un côté Frankenstein qui n'aide pas. Notamment avec cette photo un peu brumeuse, un peu marvelien, qui est intéressante, mais qui est quand même plus laide que la photo qu'avait la série Daredevil, qui était quand même très léchée à l'époque. Et je trouve qu'il y a des choses qui vont pas. C'est que la scène d'action en plan séquence de début est assez cool avec Foggy, avec Karen, mais on voit rien, tout est sombre. Ils ont mis des filtres super dégueulasses où à chaque fois qu'il fait nuit, il fait moche. Et ça, j'ai pas du tout aimé. Mais tu as Bullseye qui revient, et Bullseye est super cool.
Donc son évasion de prison, sa psychologie, donc le fait qu'il essaie de tuer Fisk, donc je trouve qu'ils ont réussi à peu près justifier ce côté-là par rapport à la saison 3 de Daredevil. J'ai beaucoup aimé tout l'arc avec White Tiger, un personnage très touchant, qui avec son procès, qui essaie de réussir le fait que ce soit un héros qui ressemble beaucoup à Matt Murdock en fait. Et à la fin, il se fait tuer injustement, et du coup, c'est un personnage qui devient très vite attachant. Le retour du Punisher avec cette séquence de monologue entre les deux, entre Charlie Cox et John Bernthal, était très très cool, très bien écrite aussi. Je trouve l'épisode final un peu mal fait. C'est que tout va trop vite, c'est que là, il y a le Punisher Le Punisher, c'est un mec con. Il va foncer dans le tas et buter des gens. Genre, il est même pas stratège, il est con, il va foncer, et c'est tout. Et c'est dommage parce que la thématique des flics qui volent le logo du Punisher, qui vient des comics, c'est super actuel, c'est super pertinent. Mais on aurait pu en faire plus, on aurait pu le développer plus que ce qu'ils l'ont fait là, on va dire. Puis il y avait des caméos cool. Moi, personnellement, j'ai plutôt bien aimé l'épisode de la banque avec le père de Miss Marvel. C'était un épisode bouteille, on va dire, mais j'ai trouvé agréable, bien fait, honnêtement. Et c'était un petit style d'épisode qui faisait très comics dans un sens, donc j'ai trouvé ça plutôt agréable. J'ai bien aimé le caméo aussi, le retour de Swordsman aussi dans cette série. Et donc à la fin on ramène Karen. Bon, la mort de Foggy est très triste, même si on sait pourquoi il est mort à cause de toutes les conneries de production qu'il y a eu. Bon, Muse, quel gâchis, Muse, c'est de la merde. Muse, au début c'était bien, conclusion c'est de la merde. Il le bute comme une merde, on n'en fait rien, on développe rien avec lui, tout le monde avait cramé qui c'était. Nul à chier. Ça c'était nul à chier, pour le coup ils ont fait n'importe quoi. Ce qui fait que Daredevil Born Again, la nouvelle musique est moins bien que celle de Netflix, mais elle reste cool. Le nouveau générique aussi, moins bien que Netflix, mais reste cool. Mais le scénario est très capillotracté. Il y a des éléments, il y a quand même certaines séquences qui sont bien chiantes, des intrigues un peu ennuyeux quand même malgré tout. Mais je trouve que là, à la fin de la série, il y a vraiment un point qui peut être super passionnant à développer en saison 2, et j'espère vraiment que la saison 2 sera supérieure à cette saison qui était quand même très Frankensteinesque, ce qui fait qu'elle est deuxième, pas première, mais je trouve qu'il y a des bons points. Le casting, Bullseye, le Caïd, Daredevil, l'arc du White Tiger, le début de Muse, la fin nul à chier, les derniers épisodes qui sont mieux foutus que les autres épisodes. Je trouve que la série a plein de défauts, c'est pas du tout une très bonne série, c'est une bonne série, je dirais ok, pour moi c'est correct. Ça reste décevant, mais par rapport à ce que je vous ai dit derrière, ça va quand même, tu vois. C'est ça que je vous dis à quel point les séries Marvel, j'ai du mal, hein. Il y en a eu qu'une que j'adore, à part la numéro 1, qui est Loki. Loki, mais quel kiff, mais quel miracle, quel miracle. Ce n'est pas le niveau de Andor non plus, mais quel miracle. Loki, j'ai adoré la série, j'ai adoré les 2 saisons, j'ai trop kiffé Loki. Et en plus, j'étais le premier à ne pas vouloir du tout voir une série sur Loki. Dans le sens, pour moi, la mort de Loki était tellement parfaite dans Avengers Endgame, Doomsday, Infinity War, que pour moi, il fallait pas faire plus avec Loki. Pour moi, tout était fait, son arc était fini. Je veux pas qu'on tue, qu'on gâche sa mort en le ramenant en vie, en fait. Et malgré tout, même en le ramenant avec un nouveau variant de Loki, ils ont réussi à rendre ça super pertinent et à créer peut-être le plus grand arc narratif de l'histoire du MCU, l'arc narratif le plus imprévisible de l'histoire du MCU avec ce Loki. Mon seul gros défaut que j'aurais à redire, c'est le fait que Loki ne soit pas du tout méchant dans cette série. Pour le coup, ça manque de méchanceté, il y a un petit peu de malice, mais il n'y a pas le Loki. Surtout que c'est censé être le Loki de Avengers 1. Donc on aurait pu s'attendre à un Loki quand même plus méchant. Malheureusement, on ne l'a pas, ça serait mon défaut global sur la série. Mais en dehors de ça, mais quel miracle! La DA est absolument incroyable. C'est DA rétro TVA en mode années 60 avec des télés cathodiques, des écrans IDEA très marronâtres, très bureaucratiques, qui est super fascinante. Même le décor de Kang à la fin, j'ai plus son nom, comment il s'appelle, le He Who Remains, avec ce côté sculpture fendue qui est reconstitué avec de l'or, avec plein de jeux avec la temporalité dans les décors. La planète rose avec Sylvie qui était aussi cool visuellement. La série en termes de DA est super cool. La DA est très 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 qualitative. La musique est extraordinaire, j'adore la musique. Un kiff absolu cette musique. Trop bien la musique. En plus, on joue parfaitement avec le côté rétro de la TVA, avec une musique qui fait très Doctor Who, très années 60, un peu mystérieuse, un peu Strange Adventures. Et en même temps, parfois on te met des instruments qui rappellent l'identité nordique de Loki, qui est très intéressant aussi. Puis il y avait toute la partie avec le Void, avec tous les références de partout, tous les Loki, avec le Loki des comics aussi, qui était très très bien aussi. J'adore la relation entre Loki et Owen Wilson, Mobius. Jamais j'étais aussi attaché à un rôle de Owen Wilson. Mobius pour moi c'est le meilleur bro de Loki, je veux pas qu'on le bute, je veux que les deux restent meilleurs potes et je veux qu'il aille sur un putain de jet ski, ça c'était trop bien aussi. Le personnage de Sylvie est intéressant, cette Loki féminin qui est parti en cacahuète, même si c'est pas mon personnage coup de cœur je l'avoue, même si la relation de Loki qui s'aime lui-même, je trouve que c'est un truc qui est intéressant et qui est assez cohérent avec le personnage. Donc il y avait ça qui était intéressant, et puis c'est la seule œuvre
où Kang est terrifiant. Parce que c'était l'époque où Kang devait être le méchant du MCU, et c'est là qu'on introduisait Kang. Et pour coup, Jonathan Majors, je le trouvais vraiment très très bon dans cette série-là, que ce soit dans le rôle de Victor Timely, un personnage un peu pathétique, un peu nul, très intelligent, mais qui a peur de tout, qui est pas très charismatique. Et le rôle de He Who Remains, qui est un mec complètement taré, qui a vécu des siècles, qui en a rien à faire, et du coup il est terrifiant dans ce côté imprévisible, ce qui en fait un très bon méchant. Donc il y avait cet aspect-là qui était aussi intéressant, et puis que ce soit la fin de la saison 1, super cool, ou la fin de la saison 2, c'est la plus belle chose que Marvel ait proposée depuis 5-10 ans. J'ai hâte la fin de la saison 2, dans de Dieu. C'est que même la saison 2, on reconstitue les années 50, je crois, avec le parc des créateurs, avec Ellison et tout ça. On reconstitue les années 70 avec cette espèce d'agent de la TVA acteur qui essaie de s'enfuir des règles de la TVA. C'était super intéressant aussi de voir la vraie provenance de chaque personnage. T'en as un qui venait d'Alcatraz, t'as le personnage de Kiwoo Kwan, du coup, Ouroboros, qui est super cool aussi, qui a totalement sa place dans la série, qui est très attachant également. Et cette fin de série avec la spaghettification qui est super bien faite visuellement, et le fait que Loki en fait soit un dieu du multivers, et qu'en fait c'était le dieu des mensonges, mais en fait c'est le dieu des histoires. Et là à la fin il arrive à maîtriser tout le multivers, et il comprend sa place, il accepte de sacrifier son confort personnel pour sauver ses amis, pour sauver l'univers, et pour devenir le dieu du multivers en fait, avec ce costume mythologique absolument extraordinaire, et cette séquence d'anthologie, du coup, où il va du coup choper toutes les timelines du multivers et s'asseoir sur son trône et être condamné à vie, à protéger le multivers, avec une musique incroyable et une fin douce, amère, excellente. Je sais qu'il va revenir dans Doomsday, mais je ne veux pas le revoir. Je trouve que sa fin est beaucoup trop parfaite à Loki. Et cette série, je l'adore. Il y a des défauts, comme j'ai dit, Loki qui est pas très méchant, des personnages un peu moins intéressants. Genre Sylvie, en saison 2, ils savent pas trop quoi en faire, par exemple. Pour le coup, ça, ils savent pas trop quoi en faire. Mais Mobius, le traitement de Kang. Oh, il y a aussi le personnage de Renslayer, Avoda, ils savent pas quoi en faire non plus. Mais tu as des éléments très cool, Miss Minutes qui est très cool aussi, qui part en cacahuète aussi, plein de références au MCU qui est assez intéressant, et une vraie histoire et c'est la seule histoire du MCU sur le multivers qui ne joue pas sur le fanservice. C'est une vraie histoire du multivers qui traite de concepts de multivers mais qui ne traite pas de fanservice. Et ça c'est très cool, et donc j'ai adoré cette exploration de la psyché de Loki via plein de Loki différents, et via cet arc narratif complètement imprévisible, mais qui fait de lui peut-être le plus grand héros du MCU paradoxalement, et je trouve que Tom Hiddleston il est trop bon dans ce rôle. C'est qu'à chaque fois on lui donne des situations différentes pour interpréter son rôle. C'est qu'il a un côté très Doctor Who à des moments, il a un côté très divin, il a des séquences où il est terrifié, et je trouve qu'on redécouvre Loki encore et encore grâce à cette série, alors qu'on pensait avoir tout vu de lui. Et puis visuellement la série est magnifique, les visuels, comme je l'ai déjà dit, les effets spéciaux sublimes aussi. Et voilà Loki, 2 saisons, pas plus, il fallait pas plus, c'est parfait. Et c'est pour moi largement la meilleure œuvre de Disney+, du MCU. Ce n'est pas la meilleure série Marvel, tout court, mais c'est la meilleure série du MCU, ça partirait que je vais arrêter ce top. Et donc j'espère qu'avec Wonder Man, qu'avec les prochaines saisons de Daredevil Born Again, avec la série Vision, avec les autres projets que Marvel va essayer de nous donner, que Marvel va enfin réussir à nous offrir des produits de qualité. Je demande au moins la qualité de Loki. Pour moi, toutes les séries après Loki sont quand même un peu décevantes, même Daredevil Born Again que j'ai mis 2ème quand même. Donc s'il vous plaît, offrez-nous des séries de qualité, parce que là j'ai parlé de beaucoup de merde dans cette vidéo. Donc j'espère que Marvel sera retombé sur ses pattes et nous offrir de bonnes œuvres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce classement du coup des séries Marvel. Et d'ici là, je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo, et ciao.